Mesdames et messieurs, Gale Afrique Télévision reste au cœur des actualités. Bonsoir chez vous et bienvenue à suivre cette nouvelle édition du journal de 19h. Et d'abord, les sommaires. Des combats violents ont été signalés ce mardi 1er avril 2024 dans les groupements de Karongo Nyangezi situés dans les territoires de Walungu à environ 20 km au nord de la ville de Bukavu. Les Wazalendo s'opposent aux éléments AFC M23. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Les précisions est à suivre dans ce journal. Toujours à la une, le gouverneur du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Evariste, a ordonné la mise en congé technique de tous les fonctionnaires et agents de l'État non encore présents à Beni. Cette décision fait suite au déplacement du siège provisoire de la province à Beni suite à l'occupation de la majeure partie de la province du Nord Kivu par le M23. La communauté internationale prend de plus en plus conscience de la tragédie en cours au Rwanda, a affirmé le président Félix Tshisekedi lors de la cérémonie de l'appropriation du Génocide pour les crimes commis en RDC. Ces propos sont à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, pour le développement de ces titres et bien d'autres, installez-vous confortablement et bienvenue. Ouvrons ce journal par cette brève où les activités économiques ont été paralysées dans la ville de Butembo à l'est de la République démocratique du Congo suite à un appel à la grève lancé par des groupes de pression et les collectifs des mouvements citoyens. Ils protestent contre les retraits de l'armée ougandaise de la région. Les établissements commerciaux et les institutions bancaires sont restés fermés tandis que les circulations sont restées faibles. Des précisions, c'est dans nos prochaines éditions. Parlons en sécurité. Des combats violents ont été signalés ce mardi 1er avril 2025 dans les groupements de Karongo Nyangezi situés dans les territoires de Walungu à environ 20 km au nord de la ville de Bukavu dans la province du Nord Kivu. Les crépitements de balles se sont intensifiés jusqu'à Nyakabongola dans les territoires de Kabare. Groupement de Moudoussa, localité de Nyantende, à la porte d'entrée de la ville de Bukavu. Plus de détails, c'est dans ces reportages. Des combats violents ont éclaté ce mardi matin 1er avril dans le groupement de Karongo Nyangezi, territoire de Walungu, situé à environ 20 km au nord de Bukavu dans la province du Sud Kivu. Les affrontements se sont intensifiés jusqu'à Nyakabongola, dans le territoire de Kabare, au groupement de Moudoussa, localité de Nyantende, aux portes de la ville. Ces affrontements opposent les rebelles du M23 AFC aux forces armées de la République démocratique du Congo et à leurs alliés, y compris les combattants Wazalendo. Des sources locales rapportent que les M23 AFC et leurs alliés effectuent des mouvements intenses vers les lignes de front. Ces combats reprennent des semaines après que les Wazalendo ont lancé un assaut sur les positions du M23 dans les mêmes zones de Nyangezi et Nyantende. Le 11 mars, des affrontements intenses avaient déjà été signalés dans la chefferie de Kaziba, territoire de Walungu, entre les FRDC, leurs alliés burundais et les combattants Wazalendo contre les rebelles de l'AFC M23. Les deux camps se disputaient alors le contrôle de cette zone stratégique. La situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo demeure préoccupante, avec une recrudescence des violences impliquant divers groupes armés. Les autorités congolaises et la communauté internationale continuent de chercher des solutions pour restaurer la paix et protéger les populations civiles affectées par ces conflits. Dans la province du Nord Kivu, des combats se poursuivent entre les rebelles du M23 AFC et les Wazalendo soutenant l'armée congolaise FARDC dans la région de Walikale-Centre dans l'est de la République démocratique du Congo. Des tirs d'armes lourdes et légères ont été signalés causant des dégâts matériels. Les bilans humains restent jusqu'à présent inconnus. Des détails dans ces reportages. Des affrontements violents ont encore éclaté aux alentours de Walikale-Centre dans l'est de la République démocratique du Congo. Les combattants de l'AFC M23 et les Wazalendo, soutenant les forces armées congolaises FARDC, se sont livrés à des échanges de tirs d'armes lourdes et légères.
Des sources locales rapportent de dégâts matériels importants, mais aucun bilan humain n'est disponible pour le moment. Ces violences surviennent alors que de pourparlers de médiation discrets se poursuivent à Doha, au Qatar, entre les délégations de Kinshasa et du M23. Le Qatar, qui abrite ces pourparlers depuis une semaine, maintient un strict contrôle sur la communication, limitant ainsi la diffusion d'informations. Cette stratégie de silence, selon des sources diplomatiques, a déjà permis de réunir le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame lors de précédentes initiatives infructueuses. Pour l'instant, les discussions se concentrent sur des préalables, les deux camps, et a été consulté séparément avant une première rencontre directe. Le délégation composée principalement de techniciens, experts militaires et de spécialistes du renseignement peine à progresser. Les mouvements politico-militaires AFC M23 se montrent prudents, craignant une répétition du scénario du juin 2024 où Jean Bosco Baala, alors coordonnateur du programme de désarmement, avait été limogé et arrêté après des rencontres avec des délégués du M23 en Ouganda. Le M23 exige donc des garanties avant d'aller plus loin dans les négociations. Les travaux ont été ralentis ces derniers jours en raison de la fin du Ramadan. Ces premiers rounds devraient s'achever cette semaine, laissant place à un second round dédié aux questions du fond. Malgré les efforts de médiation, les violences persistent dans l'est de la RDC, témoignant de la complexité du conflit et de la méfiance régnant entre les parties. La situation reste préoccupante et la communauté internationale est appelée à jouer un rôle actif pour trouver une solution durable à la crise. En parlant toujours de l'armée, le général Dounia Fabien, récemment nommé à la tête de la 33e région militaire, couvrant les provinces du Sud Kivu et du Maniema, a remis officiellement ses fonctions au colonel Munyalizi Alex lors d'une cérémonie à la 22e brigade de réaction rapide. La cérémonie a été marquée par un défilé militaire et des discours de remerciements et de félicitations. Plus de détails, c'est dans ces reportages. La salle du 17 mai de la 22e brigade de réaction rapide a été le théâtre de la cérémonie de remise et reprise entre le général Dounia Kashindi Fabien, nouvellement nommé commandant de la 33e région militaire, couvrant les provinces du Sud Kivu et du Maniema, et son successeur, le colonel Munyalizi Bamaraki Alex, ce lundi 31 mars 2025. Au cours de cette cérémonie, à la participation de ses compagnons d'armes, membres d'état-major et membres d'administration militaire, le commandant sortant 22e brigade de réaction rapide et des opérations Usalama a officiellement remis les documents, insignes et clés du charroi automobile nouvellement doté par l'état-major général des forces armées à son successeur, le colonel Munyalizi Bamaraki Alex, qui prend officiellement le commandement de la dite brigade. Pour sa part, le commandant sortant, le général Dounia Kashindi Fabien, a, de prime abord, remercié le commandant suprême des FARDC et de la PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les efforts que ne cesse de fournir et pour le choix établi à la tête de cette brigade. Poursuivant, ce dernier a également remercié ses compagnons de lutte pour leur accompagnement pendant sa prestation au commandement de la 22e brigade de réaction rapide et les a ainsi rappelé leur engagement et serment pour la République, notamment à la loyauté envers leur nouveau commandant, le colonel Munyalizi Bamaraki Alex. Je rends hommage au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, qui a accepté le choix lui proposé par le chef d'état-major général, que je cède le commandement de la 22e brigade de réaction rapide et des opérations Salama au colonel Munyalizi. C'est une charge que le président de la République et le chef d'état-major général viennent de nous confier, qui demande loyauté, qui demande abnégation, c'est sacrifice. Au commandant entrant, le colonel diplômé de haute stratégie et de défense Munyalizi Bamaraki Alex a premièrement remercié le Très-Haut qui a permis cet événement. Il a également rendu hommage au commandant suprême Félix Tshisekedi ainsi qu'au chef d'état-major général des FARDC, le lieutenant-général Banzami Lambwe Jules, du choix établi à sa personne. Il a par la suite salué le travail abattu par son prédécesseur, le général Dounia Kashindi Fabien, à la tête des opérations militaires au sein de la province du Tanganyika.
Et je ne manquerai pas de remercier les commandants suprêmes à travers les chefs d'état-major général qui ont porté leur choix sur ma modeste personne. Et je salue le travail avec votre état-major que vous aviez abattu avec abnégation, courage, rigueur et trop exigeant pour tenir la barre si haut de la 22e brigade. Outre, le nouveau commandant des opérations Usalama au Tanganyika promet de garder le cap de maintien de sécurité dans cette province précitée. Pour marquer la fin de cette cérémonie, une photo de famille a été prise. Mesdames et messieurs, revenons dans la province du Nord Kivu où les gouverneurs militaires du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Evariste, a ordonné la mise en congé technique de tous les fonctionnaires et agents de l'État non encore présents à Beni. Cette décision fait suite au déplacement du siège provisoire de la province à Beni suite à l'occupation de la majeure partie de la province du Nord Kivu entre les mains de la rébellion du M23. Plus de détails, c'est dans ces reportages. Le Nord Kivu, en proie à une crise humanitaire et sécuritaire sans précédent, voit ses fonctionnaires et agents de l'État placés en congé technique forcé. Dans une note circulaire datée du 31 mars 2025, le général-major Somo Kakule Evariste, gouverneur militaire de la province, ordonne la suspension des obligations du travailleur et de l'employeur, justifiant sa décision par une cause de force majeure. Cette mesure, qui s'applique aux fonctionnaires non présents à Beni, nouveau siège provisoire de la province, fait face à l'occupation de vastes zones du Nord Kivu par le M23. Le gouverneur précise que la rémunération de fonctionnaires est suspendue, mais que les agents n'ayant pas fait allégeance au M23 continueront de bénéficier de la prise en charge médicale. Cette mesure, qui n'a pas de date de fin, est perçue comme un signe de la gravité de la situation. L'occupation du M23, qui dure depuis plus de 2 mois, a déjà provoqué des déplacements massifs de population, notamment à Goma, où l'accès humanitaire reste difficile. L'aéroport de Goma étant fermé, l'aide humanitaire peine à atteindre le camp de déplacés, aggravant la situation déjà précaire. Face à cette crise humanitaire, le gouvernement congolais et ses partenaires ont lancé fin février le plan de réponse aux besoins humanitaires 2025 visant à mobiliser 2,54 milliards de dollars. Dans le même registre, la MONUSCO, mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, a réitéré aujourd'hui son engagement à soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo dans la protection des civils dans la province de l'Ituri, une province du nord-est du pays confrontée à la violence des groupes armés. La MONUSCO a réaffirmé sa détermination à travailler en étroite collaboration avec le FARDC et mettre fin aux attaques de groupes armés et garantir la sécurité de la population. Des détails à suivre dans ces reportages. La mission des Nations Unies pour la stabilisation de la République démocratique du Congo, MONUSCO, a réaffirmé son engagement à soutenir les forces armées de la RDC, FARDC, dans la protection des civils à l'Ituri, une province en proie à une violence croissante de la part des groupes armés. Les opérations conjointes sont cruciales. Elles nous permettent de mieux coordonner nos actions sur le terrain et de garantir la protection des populations, a déclaré le général Ulysse de Mesquita Gomez, commandant de la force de la MONUSCO, lors d'une rencontre avec le gouverneur de l'Ituri à Bunia. Le général Gomez a souligné l'importance de poursuivre les opérations conjointes pour le FARDC, tout en organisant des formations pour les soldats de la région. Il a également rappelé que la MONUSCO s'appuie sur le chapitre 7 de la charte de l'ONU pour autoriser des mesures de protection des civils en situation de conflits armés. La MONUSCO reste déterminée à soutenir le FARDC et les populations civiles d'Ituri face à la menace des groupes armés. La collaboration entre les deux forces est essentielle pour assurer la sécurité et la stabilité dans la région. Toujours à l'est de la RDC, la situation économique dans la province du Sud Kivu reste préoccupante tant dans les zones sous contrôle des rebelles que dans celles contrôlées par le gouvernement. Des opérateurs économiques locaux rapportent des difficultés croissantes avec de pénuries de biens essentiels et une inflammation galopante. Des précisions dans ces reportages. La situation économique au Sud Kivu est de plus en plus critique et c'est que l'on se trouve dans les zones contrôlées par les rebelles ou dans celles sous l'autorité du gouvernement.
Les opérateurs économiques locaux décrivent un tableau sombre, marqué par l'insécurité et le manque des ressources. La situation est particulièrement préoccupante dans les territoires de Mwenga, Fizi, Uvira et Chabunda, où les populations sont privées d'accès aux produits de première nécessité. Un défenseur des droits des consommateurs à Mwenga témoigne. Depuis la prise de Bukavu par la FCM 23, les prix des produits de base ont explosé. Une bouteille de bière qui coûtait 5 000 francs congolais est désormais à 11 000 francs. Le kilo de riz est passé de 2 000 à 5 000 francs. Les haricots de 1 500 à 5 000 francs. Et un verre de sel de 1 000 à 2 000 francs. Les titres d'essence auparavant à 4 500 francs coûtent aujourd'hui 7 000 francs. Les trajets en taxi et en bus ont également connu une hausse drastique. Ces augmentations des prix ont un impact direct sur la vie quotidienne des populations. Les manques de carburant paralysent les infrastructures essentielles, notamment les réseaux de télécommunications, coupant la population du monde extérieur. L'approvisionnement en médicaments est inexistant, aggravant la situation sanitaire déjà fragile. La crise touche l'ensemble de la province. Sur les 8 territoires du Sud Kivu, seuls 4 restent sous contrôle du gouvernement. Bukavu, le principal centre d'approvisionnement, est isolé de l'intérieur de la province, ce qui paralyse l'économie et met en péril la vie des habitants. La situation au Sud Kivu est un véritable cri d'alarme. Il est urgent de trouver des solutions pour mettre fin à cette crise humanitaire et économique. Rendons-nous à Kinshasa, dans la capitale congolaise, où le président de la République, Félix Tshisekedi, a annoncé aujourd'hui que la communauté internationale prend de plus en plus conscience de la tragédie en cours au Rwanda. Des sanctions ont été prises contre des hauts responsables du gouvernement rwandais, des commandants militaires ainsi que des responsables du M23. Il est, dans ses propos, recueilli pour vous par votre rédaction. Face à ces crimes atroces, longtemps ignorés ou minimisés par la communauté internationale, la vérité commence enfin à émerger. Divers rapports détaillés des Nations Unies, incontestables, ont clairement établi la réalité d'innombrables crimes et de violations massives des droits humains et du droit international humanitaire commis depuis 1993 sur le sol congolais. Ces actes atroces, perpétrés directement ou indirectement par certains pays voisins, en particulier le Rwanda, à travers des forces négatives qu'ils créent, forment, arment et soutiennent, ne laisse plus aucun doute quant à l'existence d'un véritable génocide dans chacun de ces tragiques épisodes. Il est évident que ces massacres s'inscrivent dans une volonté délibérée du Rwanda et des forces négatives qu'il dirige d'anéantir totalement ou en partie des groupes ethniques précis en République démocratique du Congo. Cette détermination est d'autant plus incompréhensible venant d'un pays ayant lui-même subi par le passé les horreurs d'une telle barbarie déshumanisante. Au lieu de perpétuer ces atrocités en d'autres lieux et d'autres époques, ce pays aurait dû logiquement rejoindre les efforts universels visant à promouvoir la paix, la dignité humaine et l'harmonie entre les peuples. Aujourd'hui, les nations prennent davantage conscience que cette tragédie humaine, sanctionnant certains hauts responsables au sein du gouvernement et du commandement militaire du Rwanda, ainsi que des responsables du M23 AFC. Je rappelle toutefois que notre combat pour la vérité et la justice est loin d'être achevé. À cet effet,
Et pour finir, le président de la commission défense et sécurité du Sénat congolais, José Mpanda Nkabangu, a déclaré devant ses collègues du Sénat français que le président Tshisekedi a hérité d'une armée faible, inexistante lors de son accession au pouvoir. Cette déclaration soulève des questions sur la capacité de l'armée congolaise à faire face aux défis sécuritaires auxquels le pays est confronté, notamment les groupes armés dans l'est du pays. José Panda, et dans cet extrait, vous proposé par votre rédaction. Je vais juste revenir sur la défense, simplement sur la défense, puisque avec brio, il a déjà présenté tout ce qu'il y a comme diplomatie et tout ce qu'il y a comme problème des réfugiés. Je soutiens ce qu'il vient de dire. Le président Tshisekedi a hérité une armée faible, inexistante. Alors, il se met dans les réformes. Et les réformes les plus importantes passent par les parlements. En héritant de cette faiblesse qui existe, une armée ramenée de tout abord, de toute forme de personnes, brassage, tout ce que vous connaissez, que nous avons hérité de tout ce qui a existé avant. Il amène les réformes et la première réforme, c'est la loi de programmation militaire que nous avons promulguée, adoptée au Parlement et promulguée pour des réformes importantes des fonds, les réformes qui sont liées à le renforcement des capacités militaires, les réformes qui sont liées à l'amélioration des formations des militaires, les soutiens des opérations de maintien de paix. Et toutes ces réformes-là sont en cours. C'est un processus qui est en train de se faire. Et ces processus de réforme passent aussi par la coopération. La coopération qui est militaire. Il y a des initiatives également de réformes policières qui sont en cours. D'ailleurs, avec la France, nous avons le Collège des hautes études stratégiques et de défense, CHES, qui est vraiment une coopération française qui est en cours, qui est en train de former tous les officiers pour avoir une armée forte, puisque les investissements, les développements ne peuvent passer que par la paix et par la sécurité et l'intégrité du territoire, la sécurité et la souveraineté nationale. Nous pouvons parler de tout ce qu'on peut parler, mais s'il n'y a pas la sécurité, les investissements ne peuvent pas venir. C'est ainsi qu'on a mis en place les réformes qui sont plus profondes et que nous sommes en train d'envisager de faire pour que nous puissions avoir une armée capable. C'est vrai que notre armée est faible, mais les réformes sont en cours pour pouvoir les développer. Mais également l'école de guerre que nous avons avec la France. Bien sûr, l'ambassadeur peut en parler de quelque chose, puisque lui-même il est en train d'enseigner sur l'école de guerre. Pour qu'on arrive à avoir des militaires, des officiers capables, et pas tout ce qu'on nous a amené qui sont des espions autour de l'armée congolaise et qui présentent les faiblesses. Donc les réformes, cette grande réforme de la loi de programmation militaire nous permettra de mettre en place une armée forte, capable de servir le pays et créer une stabilité pour développer notre pays. Donc, nous en avons parlé hier dans les discussions au niveau des présidents pour que nous puissions mettre en place cette coopération non seulement militaire, mais également policière, qui permettra que nous puissions avoir des hommes et des appuis en équipement et en tout ce qu'il y a comme formation et échanger des expériences possibles entre les deux États pour que nous puissions mettre en place mettre fin à cette instabilité au niveau de nos pays respectifs. Voilà, en grande ligne, mais nous allons pouvoir procéder nous avons échangé avec des collègues pour que nous mettions en place cette coopération qui nous permettra de pouvoir appuyer l'armée congolaise par des formations, par l'échange d'expériences et par une coopération stable. Merci beaucoup. Ce fut pour nous un plaisir, mesdames et messieurs, de vous savoir nombreux. Vous vous avez disponibilisé enfin de nous joindre. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Ainsi prend fin cette édition du journal. Bonne soirée chez vous et restez connectés pour plus d'informations.